Donc là, aujourd'hui, C Sharp 7, on a vu ça au dernier épisode, on a parlé de quelques fonctionnalités qui sont maintenant disponibles depuis le 7 mars. Là, tu veux nous parler un peu de quelques autres éléments. Oui, puis encore des éléments controversés et tout, mais on va voir un peu la suite de ce qu'on a vu au dernier épisode des nouveautés de C Sharp 7. Parfait. Donc là, Eric, prochaine chose que tu veux nous parler, c'est les local functions. Il me semble qu'on peut déjà déclarer des fonctions locales dans une classe. Ouais, local function, c'est un pattern, c'est plus, on peut déclarer une fonction dans une fonction. Je OK. m'explique. Je m'explique. On va partir avec un scénario initial, pas très complexe. J'ai fait un petit bubble sort traditionnel, standard, pas très Mhm. complexe. Euh, c'est deux boucles imbriquées avec un if que si mes nombres sont différents, ou plus grand que, il va les trier. Donc, ma liste de nombres qui est un array d'entier. Et puis, ici, à l'intérieur, j'essaie de faire un swap intelligent. Là, je ferai ma valeur, je la mets dans un temp, j'inverse mes valeurs. C'est vraiment ces trois lignes-là, c'est un swap. OK, bon. Ouais. Dans le cas d'un sort comme ça, peut-être que le swap, je n'ai pas besoin d'utiliser ça nulle part ailleurs. J'aimerais ça avoir une fonction pour faire le swap. Traditionnellement, soit je laisse le code là, ou je crée une autre méthode dans ma classe local function, une méthode private, qui va s'occuper de faire le swap. Mais cette méthode-là étant private à la classe, son scope va être la classe, donc elle va être utilisable partout. Peut-être que dans un cas spécifique, je ne veux pas qu'elle soit utilisée partout, je veux vraiment qu'elle soit juste spécifique à ça. En fait, je veux juste nommer l'intention derrière ces trois lignes de code-là. C'est un peu en ligne avec les présentations que je fais sur Clean Code où j'aime mieux nommer l'intention que d'arriver ici et de mettre un commentaire, Ouais. dire ça c'est un swap. Donc, j'aimerais ça nommer ça par un swap, mais je veux que ça soit spécifique à ce cas-là. Puis t'as pas besoin que la méthode soit, comme tu dis, locale à la classe, puis qu'au final, elle se ramasse au fin fond de la classe, en bas complètement du fichier, puis que Ouais. ça Donc, traîne là. je vais la laisser près de son utilisation. Donc, ce que je fais ici, c'est que j'ai défini mon sort new maintenant, puis j'ai défini à l'intérieur de ma méthode sort new une méthode swap qui fait les trois lignes de code que j'avais avant. Exactement les mêmes trois lignes de code. L'avantage de ça, il y a deux avantages. Un, cette méthode-là n'a pas de scope, elle est vraiment à l'intérieur, elle est privée, mais à l'intérieur de Personne ma d'autre que fonction. SortNew peut l'accéder. Tout à fait. Puis si vous remarquez, je n'ai pas eu besoin d'y passer mon array de nombres. Hmm. OK? J'ai juste besoin de passer les deux indices que je veux swapper, puis lui, il est capable de référer la variable number. Parce qu'il est à l'intérieur du scope de la fonction. Donc, il a accès aux membres de la fonction. Donc, ça simplifie encore l'appel. Ici, mon swap, c'est juste, je vais swap i avec j, puis la fonction va utiliser les paramètres locaux à la fonction directement. OK. Belle petite fonctionnalité qui peut servir. Ouais. Ici, je pense que j'avais juste montré l'appel, ouais, c'est ça. L'appel de nombre ici, c'est la même chose, c'est l'ancienne façon, puis la nouvelle façon sont similaires en fait au niveau de l'appel. C'est juste la même fonction, puis en fait, Ouais, au du point final, de vue c'est de l'appel, c'est identique. pareil. Mais l'idée, c'est que la fonction swap est vraiment définie à l'intérieur même de son scope de fonction. Comme tu disais, ça parle beaucoup plus quand on regarde le code Ouais. que l'ancienne manière. En fait, on aurait pu faire ça avant autrement que ça. La seule autre option qu'on aurait eue, ce serait de définir une lambda. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aime moins les lambdas. Donc, la syntaxe de déclaration d'une Mhm. lambda est un peu moins parlante. Il aurait fallu créer une variable ou mettre le code dans une fonction. C'est un peu moins parlant, je dirais. Fait que, avec ça, ça nous permet de faire quelque chose d'un peu plus parlant et de bien nommer les choses. Parfait. Belle fonctionnalité intéressante. Merci. Donc là, la prochaine chose que tu veux nous parler, Eric, c'est les literals. En fait, c'est l'affectation de variables numériques, si on peut dire. Oui, en fait, c'est ça. Les literals, ben, c'est pas nouveau. On utilise ça partout dans Mhm. C Sharp. Les nouveautés maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été faites pour améliorer la lisibilité de ces valeurs-là. Puis je vous m'explique. Quand on définit une variable entière, par exemple, dans C Sharp, on peut définir un entier. Puis là, on peut définir un entier avec plusieurs chiffres. Puis à un moment donné, ça devient obscur de savoir c'est quoi ce chiffre-là. C'est des millions, c'est des milliers, c'est des 100 000, on ne sait pas trop. Ouais. Donc en C Sharp 7, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut diviser notre valeur en rajoutant des underscores. Hmm. Parce que si on mettait des espaces, naturellement, comme on l'aurait fait en français normal, on aurait, ça aurait été des valeurs L'intention serait plus distinctes. claire. Ça aurait été des valeurs distinctes, puis le parser n'aurait pas pu Oui. voir que c'est des valeurs, que c'est la même valeur. Mais en mettant un underscore, ça unit notre entier, puis ça nous permet d'avoir une meilleure lisibilité pour les entiers. OK.
Ça me fait penser, par exemple, à des gens qui storent des numéros de téléphone en int au niveau de leur base de données. Tout à Ou, fait. là, à Donc, ce moment-là, on aurait vraiment la lisibilité très claire avec ça. ça pourrait être carrément un numéro de téléphone. Donc, la position et le nombre de nombres entre les underscores ont peu d'importance. Ce qui est important, c'est que ça corresponde au type de données qu'on est en train d'affecter OK. et qu'il n'y a pas de underscore à la fin, par exemple, d'une déclaration ou au début. Donc, si je mets un underscore au début, c'est une restriction aussi parce que ce n'est pas une valeur entière qui est valide. Excellent. Donc, ça, c'est pour les entiers. En C# aussi, c'était possible de déclarer des hexadécimales, donc des valeurs hexadécimales en commençant avec la valeur 0x. Cette valeur-là, souvent, si on définit des valeurs hexadécimales, on peut faire des choses comme ça. Encore là, les valeurs hexadécimales, ça peut être affecté pour faire plein de choses, des GUID, des valeurs IPv6 ou peu importe. Encore là, la lisibilité d'un hexadécimal de cet ordre-là, des fois, on a de la misère à voir la séparation, donc on peut là aussi inclure des séparateurs underscore dans un hexadécimal. Excellent. Ce qui est vraiment nouveau dans les littérales dans C# 7, c'est la capacité de définir une valeur binaire. Traditionnellement, ce qu'on aurait fait, soit qu'on aurait fait un parse de int pour transformer ça en binaire pour mettre les 1 et les 0 parce qu'on veut faire des flags, puis on veut vraiment voir que le flag 1 est à on, le flag 2 est à on ou 3. Et puis, sinon, il faut faire une calculatrice pour sortir la valeur en binaire, la convertir en décimale, puis la storer dans un décimal ou dans un entier. Donc maintenant, avec le préfixe 0b, on est capable de définir des valeurs décimales, des valeurs binaires, en fait, comme ça. Puis, ça nous permet de définir des 1 et des 0 en binaire. Puis, on se fout un peu de la valeur. Ce qui est important, nous autres, c'est de voir les flags, les 1 et les 0. Et je présume que les séparateurs, on peut les appliquer au même principe en fait, que pour nos entiers. Ça a encore plus de valeurs, là, je dirais, parce que je pense que c'est les valeurs les plus dures à lire, en fait, en binaire, c'est vraiment ça. Donc là, on peut les séparer avec des underscores puis rendre ça beaucoup plus besoin de lisible. mettre notre pouce sur l'écran pour voir quel caractère qu'on veut voir la valeur. Exactement. Excellent. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, encore là, j'ai toujours ma feuille que je lis les détails de ce que tu veux nous parler, puis je comprends pas. Tu veux nous parler de retour de référence, de ref returns. Ouais. On parle de quoi? Je vous ai déjà dit précédemment qu'il y a des choses avec lesquelles je suis plus ou moins d'accord. J'ai de la misère à voir un peu la valeur de celui-ci, mais c'est quand même un cas que Microsoft a intégré dans le langage de C#. La capacité de retourner des valeurs. Donc, on sait qu'en C#, on a deux types d'objets. On a des value types et on a des reference types. La seule distinction entre ces types-là, c'est que les value types, c'est des structs derrière qui supportent les valeurs, puis les value types, c'est des classes. OK? Donc, un int, c'est un struct, une string, c'est une classe, mais un peu particulière, on peut en parler. Mais les objets qu'on fait habituellement, c'est des classes, puis par leur déclaration, on va passer toujours la référence. Donc, si on modifie les propriétés de cet objet-là, on réfère au même objet, donc on modifie les propriétés de l'objet lui-même, mais non, on ne change pas l'objet, on fait juste changer son contenu. Okay. Dans les value types, si tu retournes une valeur qui est un value type, si tu changes cette valeur-là, bien, ça change la valeur locale, mais ça ne change pas la valeur de celui qui l'a retourné, en fait. Sauf si on retourne une valeur par référence. Dans ce cas-ci, bon, j'ai essayé de monter un scénario pour le démontrer, mais c'est pas toujours super génial. J'ai une méthode find qui va trouver un entier dans une liste, dans un array. OK? Donc, cette valeur-là, ici, par exemple, dans ce cas-ci, je fais un find de la valeur 7, qui est à cette position-ci. Donc, si on part de l'array 0, 1, 2, 3, est à la position 4. Donc, au lieu de retourner la position et d'aller manipuler l'array directement, mon find, qu'est-ce qu'il fait? Je vais aller vous montrer le contenu du find. Le find, il va chercher pour la valeur que j'ai donnée, il va parcourir tous les éléments, et il va me retourner vraiment une référence à la case mémoire de l'array qu'il a trouvé. OK. On reste avec ça. Ouais. Donc, ce qui me retourne, c'est me retourne vraiment l'espace mémoire qui est utilisé. Puis, donc... Qui contient la valeur 7. Qui contient la valeur 7. Mais... Donc, ce qui se passe ici, c'est que ma variable found, ici, si je lui demande de m'afficher le contenu de cette variable-là, dans le fond, ça pointe vers la valeur 7, mais lui, il sait, je pourrais y faire afficher found, il va me dire c'est 7. Donc, il a trouvé 7. Mais je peux y affecter une autre valeur. Parce que c'est vraiment, c'est comme s'il a créé une valeur, un reference type avec un... sur notre tableau qui est ailleurs. Donc là, ici, ce que je fais, c'est que j'affecte la valeur 9 à found, qui était 7 à l'origine. Donc, je le remplace par le 9. Puis ici, si je fais afficher cet array-là,
Vous allez voir, en fait, je pourrais vous montrer même l'exécution de ça, parce que je pense que ça vaut la peine. Euh, je vais juste commenter tout le reste parce que j'avais plein d'exemples ici, mais le ref return, si je vous montre l'exécution de ça, dans l'array initial, j'ai la valeur 7. Dans l'array final, j'ai la version 9 à la même position. Donc, ce qu'on observe ici, c'est vraiment le 9 a été remplacé à l'intérieur de l'array, la valeur. Oui. Des questions? Oui, je comprends. Je comprends ton malaise. Je peux peut-être voir l'utilité dans des cas où on veut aller mettre à jour des valeurs, puis que c'est vraiment l'intention, que c'est très clair, puis qu'on veut la réutiliser dans notre scope. Mais si je peux trouver un seul vrai usage de ça, c'est probablement pour des questions de performance. Donc, c'est probablement un concept qui peut s'utiliser, toi qui aimes beaucoup les jeux vidéo, là, dans un concept de jeu vidéo où tu essaies de passer le plus possible les objets par valeur parce que c'est beaucoup plus efficace que de créer des instances pour que le garbage collector embarque dans le décor. Mais de passer une valeur par référence, c'est juste vraiment un pointeur mémoire. On retourne dans un peu. C'est comme si on vient en arrière un peu dans du C++ avec des pointeurs. C'est ça que je suis en train de penser, oui. Donc, on a la puissance des pointeurs de C++, mais avec le safety de C#, parce que là, les références vont être vraiment libérées correctement. On n'a pas besoin de s'en occuper. OK. Donc, je pense que c'est vraiment spécifique dans un cas, un contexte très, très haute performance. Peut-être dans le cas d'un jeu vidéo où l'array, par exemple, que tu aurais, ce serait un array de position de joueurs sur un environnement multijoueur, puis tu vas être capable de les modifier parce que puis tout le jeu est basé là-dessus. Donc, cet array-là, il est très dynamique en mémoire, puis tu veux qu'il soit live. Mais pas toujours le trimballer partout parce que c'est peut-être une grosse structure, puis tu veux juste aller pointer des valeurs puis les changer. Je pense que c'est un peu le contexte l'esprit dans lequel il faut voir ça. Ouais. C'est pas vraiment quelque chose que je suggérais d'utiliser dans d'autres contextes. Non, puis on a quand même peut-être l'avantage, si on peut dire, de la déclaration qui est assez spécifique avec toutes les keywords ref. Je pense qu'on ne peut pas tomber dans le piège d'utiliser ça par accident. Non, c'est ça. Fait qu'au moins, on a peut-être un petit filet de sécurité pour faire que si on se rend là, c'était en connaissance de cause, parce que sinon, les dommages pourraient être assez importants. Exact. Parfait. Merci beaucoup. Donc là, la prochaine chose que tu voulais nous parler, Eric, c'est les expression bodied members. Oui, en fait... qui existaient déjà dans C#6. Ouais, dans C#6, on avait déjà, si on regarde ici cette expression-là ici, on avait déjà la capacité de définir des propriétés en read-only qui référaient à autre chose, soit un field ou une méthode dans notre classe. Ça existait déjà. Quand Microsoft ont sorti ça, en fait, ils pensaient à faire plus que ça avec ça, mais ils ont, tu sais, encore là, dans leur mentalité agile, ils ont dit on va aller tester le marché avec un petit fichier, puis on va voir l'adoption de ça, les gens, comment ils aiment ça. Et puis, ben, ça s'est adonné en fait que ça a tellement été un succès, les gens en ont demandé plus, puis on dit est-ce qu'on peut faire ça partout? Mais la réponse était non, on a juste fait ça pour les propriétés read-only. Donc, c'est dit, ouais, OK, ben là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Fait que là, Microsoft, ils ont, dans le C#7, développé la capacité de le faire ailleurs dans le code. Okay. Donc, c'est un peu l'exemple que je donne ici. J'ai l'exemple de C#6 où on le faisait dans le code d'une propriété read-only. Ici, on peut le faire maintenant dans le code d'un constructeur. Donc, en fait, c'est grosso modo, expression body member, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut créer le body d'une fonction via une expression. Fait que peu importe c'est quoi l'expression. Au lieu que ça soit accolade ouvert, fermé, puis une liste de ce qu'on appelle des statements qui finissent par un point-virgule et tout et tout. Donc, c'est les deux types de choses. Fait que là, on peut faire vraiment l'expression. Dans ce cas-ci, vu qu'on le constructeur, dans le fond, c'est juste d'essayer de faire un add dans une collection concurrente locale et tout et tout. Donc, on peut l'exprimer comme une expression et que ça fonctionne. On peut aussi l'utiliser au niveau des destructeurs de fonctions. Très peu utilisé parce qu'on n'a pas tant que ça de cas dans les C# où on fait des removes. Mais dans ce cas-ci, effectivement, vu que la variable names est statique, à la déconstruction, il faudrait, au finalizer, quand il va être appelé, il faudrait enlever la valeur. Sinon, cette valeur-là, ce serait une façon de faire du leak dans C# en ce moment, parce que tout est statique. Mais donc, c'est possible. Ouais. On peut le faire aussi sur les get et sur les sets des propriétés individuellement. Donc, on peut définir des expressions pour faire un get et un set aussi, au lieu de le faire juste pour des propriétés read-only. OK. Donc, on a pas mal plus de possibilités que le simple return avant. Exact. Donc, c'est grosso modo juste la suite logique d'un feature qui avait été livré puis que maintenant il est rendu populaire puis qu'ils ont voulu faire un petit peu plus que ça. J'ai commencé à l'utiliser. J'avoue que
c'est quand même intéressant parce que souvent, ça simplifie, surtout pour les propriétés read-only. C'est intéressant qu'on peut utiliser ça pour faire quelque chose d'un petit peu plus simple à lire. Ça fait juste un one-liner dans le cas d'une read-only parce que l'alternative, c'est toujours de définir juste une get. Puis, en fait, l'avantage de le faire comme ça, mettons, pour les propriétés, il y avait un avantage certain, en fait, c'est qu'en n'ayant pas de setter, c'est que tu peux vraiment pas non plus, même pas en mode private dans une classe, setter la valeur de cette propriété-là. Il n'y a pas, le setter n'existe pas. Donc, c'est vraiment plus que read-only. C'est read-only, mais c'est pas juste une propriété qui n'a pas de setter ou que le setter est privé. C'est vraiment read-only. Puis d'un point de vue de lisibilité aussi, ça éliminait dans le fond les 2 niveaux d'accolade qu'il fallait faire pour avoir notre get qui retourne ça. Fait que c'était un peu plus concis, un peu plus simple à lire. C'est tout. Excellent, merci. Donc là, ce que tu veux nous parler, puis j'ai failli me tromper en faisant les détails de ce que tu voulais nous parler, c'est pas les throw statements, c'est plutôt des throw expressions. Exact. Un peu dans le même ordre d'idée que les expression body member, donc être capable de gérer des exceptions comme étant une expression. Donc, on peut les mettre aussi dans un expression body member ou on peut les gérer autrement aussi dans une expression. J'ai quelques exemples ici à vous montrer. Le premier exemple ici, directement, on utilise encore là ici pour la méthode, pour le constructeur person. Donc, on utilise une expression body member, donc on crée la variable name à partir du constructeur en expression. Et on fait en même temps une validation que si le constructeur est nul, on trouve une exception, puis on donne l'erreur que le paramètre est nul. OK. Là, dans le fond, ça, c'est un peu l'équivalent à auparavant ce qu'on aurait eu dans le constructeur, une première vérification. Si name est nul, throw an expression. Sinon, par la suite, il y a juste l'affectation de la variable. Exactement. Donc, on élimine 3 lignes de code à peu près, ou 3-4 lignes de code avec le if, puis les accolades et tout, pour en fait mettre ça sur une seule ligne dans une expression qui fait la même chose. Encore là, c'est une façon d'être plus concis puis d'être limité. D'améliorer la lisibilité, oui. Parfait. On peut trouver directement aussi au niveau d'une méthode, comme ici la méthode getFirstName. On a encore là une expression pour remplacer le body de la méthode puis qui trouve l'exception directement. On a aussi, dans n'importe quelle expression, donc ici, c'est encore là, c'est un if avec c'est un if déguisé, en fait, c'est point d'interrogation, 2 points. Donc, il fait une variation, c'est comme un if else. Dans le else, ici, on fait avec une expression de type true, donc c'est vraiment une expression qui va être utilisée pour faire ça. Excellent. Donc, au final, ça améliore. En tout cas, je trouve, moi, de regarder ça améliore beaucoup la lisibilité. C'est un peu moins éparpillé. On a moins de lignes de code en soi. Oui, c'est un peu moins, avec les statements, l'inconvénient, c'est qu'il fallait vraiment séparer le throw Fait qu'on ne pouvait pas le faire dans ce cas-ci. Il aurait fallu mettre ça dans un if, dans ce cas-là, vraiment. On n'aurait pas eu le choix. On n'aurait pas pu utiliser ce cas-là. Ou, dans ce cas-là, ce qu'on aurait fait, probablement, on aurait dit... On aurait affecté une variable à nul, puis on a dit si c'est nul, on throw. Là, il y aurait des fois, on se faisait des... Encore là, plus de code, de logique, de if, de else, pour arriver à quelque chose qui, au final, c'est ça. Si on ne l'a pas, on lance une exception. Exact. Excellent. Merci. Donc, on est maintenant à la conclusion de l'épisode. Deuxième partie sur C# 7. On a vu pas mal de nouvelles choses. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'aurait peut-être pas couvert dans tout ce qu'on vient de voir? Non, en fait, ça fait le tour des nouveautés de C# 7. Le conseil que je peux vous donner, on en a parlé un peu pendant l'épisode, puis pendant l'épisode précédent aussi. C'est pas toutes les choses là-dedans qu'il faut les appliquer à tout le temps, tout partout. Je pense qu'il faut vraiment avoir du discernement sur ce qu'on fait, un peu comme les design patterns, un peu comme tout ce qu'on fait. Il y a des choses là-dedans qui peuvent être utiles à simplifier le code, mais une des choses qu'il faut vraiment faire attention quand on introduit ce genre de feature-là, en fait, il y a peut-être des mises en garde à en faire un peu. Soyez sûr que vos builds continus vont supporter cette version-là aussi. Et puis que votre équipe va être aussi formée et au courant que ça existe, ces choses-là. Parce que c'est une chose d'utiliser ça pour soi, mais il faut penser que le code, il ne va pas être juste lu par nous aussi, il va être lu par tous les autres membres de votre équipe. Si vous vous mettez à faire des affaires qui sont obscures comme ça, les gens vont être perdus. Fait que je vous conseille, s'ils n'ont pas vu les épisodes, de référer l'épisode pour qu'ils puissent apprendre ces fonctionnalités-là, puis peut-être commencer à les utiliser. Donc, ça serait une bonne façon que tout le monde au moins ait la même vision, puis vous pourrez décider en équipe de les prendre ou pas. Ouais. D'ailleurs, tu parlais de visionner les autres épisodes précédents. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas abonné. Vous allez être notifié automatiquement de tous les prochains épisodes qui s'en viennent et ce qu'on a fait dans le passé. Si vous mettez la petite cloche on, parce que YouTube maintenant a la politique qui l'abonnement ne vous donne pas de notification par défaut, donc il faut activer la petite cloche pour être notifié. Donc, ça conclut. Merci.